J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Yannick Butet, à qui je pose la question usuelle. Quels sont les 3 livres qu'il pourrait conseiller aux amis de l'Index? Bon alors, je dois dire que j'ai plus beaucoup le temps de lire actuellement, mais j'ai quand même pris le temps cette année de lire Père riche, Père pauvre, qui est un livre plutôt de développement professionnel. Dans les autres livres, j'avais beaucoup apprécié L'art de la guerre de Sun Tzu. Alors ça, c'est mon côté un peu militaire ou plutôt stratégie. Et en fait, c'est des stratégies qui datent d'il y a des millénaires, mais qui restent toujours applicables aujourd'hui dans beaucoup de domaines. Et puis, j'ai toujours un Est-ce que petit ce faible. livre, il est donné à lecture aux officiels Oui, alors dans en les Suisses? général, oui. Ouais. Je pense que toutes les armées occidentales, même orientales, vu que ça vient de Chine, lisent ce livre et après l'adaptent à leur doctrine, en fait. Ça dépend vraiment de la manière de travailler, mais ça donne des pistes stratégiques qui sont toujours valables depuis des millénaires. Et D'accord. aujourd'hui, effectivement, dans certaines formations dans notre armée, ce livre est donné en lecture. Et le 3e? Alors, j'ai toujours un petit faible pour Le Petit Prince parce que je trouve qu'en même temps, on peut le lire à tout âge en y percevant chaque fois des choses différentes, que ce soit philosophiques ou simplement quand on est enfant, un peu d'émerveillement. Alors, souvent dans les discussions, il y a cette idée qui me vient qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie. Alors, je reçois après-midi quelqu'un que tu connais certainement pas, à qui je vais poser la question réciproque. C'est un peu la question noire de cette discussion. C'est Stéphanie Glacé, qui est une écrivaine. Je vais présenter son livre, donc je la reçois après-midi. Ça, je lui présente déjà son livre, c'est Confidences assassines. Et en réalité, j'ai vu que sur Facebook notamment, elle avait cette technique de mettre au vu et au su de tout le monde, si vous voulez, si tu veux, les propos dragueurs des hommes qui l'embêtent un peu sur Facebook et sur les réseaux. Alors la question que j'ai envie de poser à Yannick Butet, pour les raisons que tout un chacun connaît, c'est qu'est-ce que Yannick Butet aujourd'hui a envie de dire à Stéphanie Glacé sur le sujet. Entre nous deux, je vais lui poser la question réciproque sans qu'elle sache, par surprise, pour commencer la discussion que j'aurai avec elle cet après-midi. Bien sûr, alors c'est un peu difficile parce que comme tu ne la connais pas, effectivement, tu as raison, et puis voilà. Alors, je pense que là, tout est affaire de correction et de respect. Ça, alors, on est tout à fait d'accord. Après, je pense qu'il y avait d'autres éléments, je ne veux pas revenir sur le passé, parce que moi, je suis plutôt quelqu'un qui regarde vers l'avenir. Je pense que d'autres éléments ont joué aussi dans ma situation. D'accord. Là, je me trompe de donc, le 22 octobre, on va voter. On va voter aux élections nationales. Est-ce que le Yannick Butet d'aujourd'hui, il a un petit manque à ce sujet, en se disant que si les choses avaient tourné différemment, il aurait été, on peut dire, avec une vraisemblance confinant la certitude, sur les listes électorales du Parti du Centre? Non, alors j'ai pas ce pincement au cœur par rapport au fait d'être engagé dans la campagne ou d'être élu en fait. J'ai jamais eu ce manque de plus être élu. Mais j'avoue, j'ai toujours la passion de la chose publique, j'ai toujours cette envie de m'engager, j'ai toujours été blessé par l'injustice. Et je sais que la blessure que je porte en moi, c'est cette blessure d'injustice. C'est lié aussi aux expériences que j'ai pu avoir dans ma vie. Et je trouve qu'on pourrait se battre davantage. Et c'est ça, c'est en fait quand je vois qu'on pourrait défendre davantage les Valaisannes, les Valaisans, qu'on peut les Suissesses et les Suisses, je me dis mais qu'est-ce que je pourrais apporter? Donc cette envie d'apporter quelque chose aux autres, je l'ai toujours. Alors le manque, c'est pas un manque, mais peut-être ce qui me titille un peu, c'est le fait de me battre pour des causes, et ça n'a pas changé. Et la chance que j'ai eue dans mon parcours, c'est que très sincèrement, j'ai jamais fait les choses pour moi. Et parce que sinon, probablement que je ne serais pas dans la situation où je suis maintenant, où ma situation va très bien, tout se passe bien. Mais si on construit toute une carrière pour soi, je suis persuadé que le jour où on a des obstacles sur son chemin, c'est plus difficile à les surmonter plutôt que si on fait ça par conviction. J'avais pensé le faire plus loin dans notre discussion, mais je vais revenir sur ce sujet immédiatement. Je pense que tu suis la politique un peu partout. Alors, en lien avec notre première partie de discussion, j'aimerais voir quel regard tu as sur l'affaire Quaternens en France, où cet homme politique, ce député de gauche, a violenté sa femme, enfin l'a frappé, lui a donné des gifles, et il y a la question qui se pose, et je dois dire que très souvent, il y a là, on va dire, une ambivalence de choix entre les uns et les autres. Je sais
pas spécialement entre hommes et femmes, des fois entre hommes et femmes, mais ça peut être à l'intérieur du cercle des hommes, à l'intérieur du cercle des femmes, qui dit quel est le rôle de l'exemplarité de l'homme politique. Est-ce que dans une situation telle que celle-ci, ça voudrait dire que la chose publique est inaccessible à celui qui a fauté, qui a dérapé? Non, je pense que c'est pas le cas, mais bon, alors là, la situation, elle est quand même dramatique. Je veux dire, on parle de violence conjugale, donc c'est des éléments qui sont, à mon avis, inacceptables. Donc là, évidemment que quand on a une tendance à frapper sa femme, je pense qu'il est difficile après de pouvoir défendre des idées, et peut-être encore plus des idées de gauche qui sont en général féministes, ou voilà. Donc là, ça me paraît... Mais est-ce que ce discours-là, il aurait été identique si ça avait été quelqu'un qui appartient à ta catégorie bien politique? sûr, non, alors bien sûr. Alors moi, s'il y a une chose qui est évidente, c'est que je crois de plus en plus cette chose-là, parce que j'ai pu prendre du recul aussi. Donc l'élément partisan me parle de moins en moins. Et je pense que le Valais paye un lourd tribut à cette question partisane, partout dans le monde probablement aussi, mais en Valais on paye un lourd tribut à cette question partisane, où on va dire l'inverse de l'autre parce qu'il n'est pas de notre parti. Et ça, j'ai l'impression qu'en 2023, franchement, on n'est plus à la page. C'est pas possible. Et là, on doit trouver des ponts entre les partis. En plus, notre système partisan, il s'est construit dans l'histoire, c'est normal, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses à changer. On a vu, alors on va dire en France, c'est pas un modèle, mais on a vu quand même que l'arrivée d'un nouveau mouvement, alors on peut dire finalement c'est un parti de plus, mais c'est un mouvement qui essaye de regrouper différentes tendances. Celui de Macron au départ, maintenant ça a évolué quand même de manière différente, mais au départ cette envie de dire mais on dépasse les limites partisanes, pour moi c'est quelque chose qui me parle. C'est quelque chose qui me parle parce que je crois qu'aujourd'hui, finalement, l'idée, très souvent, avec le recul que j'ai pu prendre, c'est exactement ce que j'avais appris dans des études de sciences politiques, c'est que pour certaines personnalités politiques, l'idée c'est simplement de durer, de sauter de poste en poste, et puis finalement, on se nourrit de cette opposition partisane. Et avec le recul que j'ai pu prendre, je trouve qu'il y en a plus que ce que j'imaginais en étant dedans. Mais j'étais probablement un peu avec une certaine naïveté de ce côté-là. Et je pense que là, on doit dépasser ça pour créer plutôt une envie d'avancer et un projet commun. Et ça, je ne le ressens pas dans aucun parti. Ce que j'ai ressenti lorsque j'ai siégé aux législatives de Sion, et ma conviction personnelle, c'est que ce n'est pas limité à la chose communale, c'est pour moi dans le canton que je ne connais pas, c'est pour moi dans la Confédération, et c'est pour moi la même chose au niveau européen. À savoir que dans le législatif, où il y a des partis, ça c'est le système démocratique européen occidental de manière générale, j'ai envie de dire qu'il y a une rigidité, une espèce de cloisonnement, en quelque sorte, avoir une opinion différente de celle de ces autres deux partis, amène à des difficultés absolument trop grandes pour les hommes qui sont là-dedans. C'est quoi ton regard par rapport à ça? À savoir que si tu t'écartais, c'est sûrement arrivé, je ne connais pas tous les votes que tu as fait, mais si tu t'écartais de l'opinion des gens de ton parti, disons à l'époque du PDC, je pense que le regard que ces gens-là, ces gens de ton parti portaient sur toi, aurait été fondamentalement changé. Bon, c'est des choses que j'ai vécues au niveau national, parce que je tiens beaucoup à mon indépendance, j'y ai toujours tenu, et ça m'est arrivé très souvent au niveau du groupe parlementaire à Berne de ne pas être en accord avec la position du groupe. Exemple? Alors, maintenant, ça remonte un petit peu. Non, mais ça remonte un petit peu, mais surtout sur des domaines typiquement d'aménagement du territoire, où là, le Valais a une position particulière, peut-être de tourisme ou de choses qui font le cœur du Valais, où il n'y avait pas forcément la même vision au niveau national, surtout que je pense le PDC et probablement le PLR aussi, qui sont des partis qui sont historiques, ont des tendances très différentes en leur sein. Et ce n'est pas toujours évident d'avoir une ligne commune au niveau national. Donc là, je pense que c'est un élément. Donc moi, ça m'est arrivé très souvent de ne pas suivre le groupe. Ce que je veux signifier par là, c'est que les choix qu'on peut faire dans n'importe quel domaine, on prend n'importe quel domaine, les choix que l'on peut faire à l'intérieur d'un groupe politique peuvent être différents, mais tout groupe politique confondu. Et qu'est-ce qu'on remarque de manière générale dans les législatifs communaux, cantonaux, fédéraux, européens? C'est en quelque sorte une unanimité à l'intérieur des partis. Oui, mais c'est insupportable. Voilà. C'est insupportable. Et tu as absolument raison sur cette rigidité. Parce que finalement, là, ça devient un clan. Et plus, en fait, en Valais, on sait, mais c'est pas que le Valais, mais chez nous, en fait, on est d'un parti de père en fils ou de père en fille, de mère en fille.
ça change un petit peu, heureusement à mon avis, mais finalement il y a des gens, moi j'ai croisé des gens qui disent « Ah mais moi en tout cas je vous apprécie beaucoup, encore dernièrement, il y a 3 mois, je croise une dame qui me dit « Je vous ai toujours beaucoup apprécié, c'est super et tout ce que vous avez fait, mais par contre, je ne suis pas de votre parti, donc je ne voterai pas pour vous. » Et c'est des trucs de fou, parce que finalement on ne se pose plus la question qui défend ma vision du monde et mes intérêts. Et on vote parfois aujourd'hui, je connais de nombreux Valaisans qui votent pour des gens qui travaillent contre leurs intérêts. C'est un truc de fou, parce qu'on n'arrive pas à sortir de ce carcan, parce que finalement dans les villages, on s'est battu contre les conservateurs ou contre les libéraux, enfin les radicaux à l'époque, pendant des siècles, alors ça ne doit pas changer. Et ça, c'est un truc, c'est un manque d'intelligence, à mon avis, donc collectif, je veux dire. Mais on l'a tous été à un moment donné, parce que je ne suis pas meilleur que les autres, je peux imaginer que tu as eu aussi parfois des réflexes aussi de ce type-là, et puis après, c'est de faire le pas de recul et de se dire, mais est-ce que c'est bien pour le monde que je veux demain? Et puis, est-ce que ça défend aussi mes intérêts? On se comprend, on ne parle pas d'intérêt économique, mais de dire, si je veux défendre la planète, est-ce que la position de telle personne, même si elle est dans un parti qui a une étiquette de développement durable, est-ce que ça défend vraiment mes intérêts? Un des grands reproches qu'on peut faire, que le citoyen dans la rue, sur les réseaux sociaux, etc., dans les discussions privées, fait aux hommes politiques, c'est que finalement, ils sont plus axés sur leur intérêt personnel. Ça peut être des intérêts économiques, ça peut être des intérêts professionnels, ça peut être des intérêts de carrière, plus que le bien commun. Et ce sorte de bien commun est parfois exclu de leur sphère intime. Je ne parle pas dans le discours public, puisqu'on peut avoir des discours publics, mais dans la sphère intime. Est-ce que ça, c'est un reproche qui est trop fort ou bien pas? Bon. Après, il y a un certain mythe aussi, de dire finalement les gens qui sont dans la politique sont là que pour eux. Je pense qu'on est très influencé aussi par la France, parce qu'on a les médias français qui ont un impact aussi en Suisse romande. Et c'est vrai que le système politique français, même s'il y a des gens très bien aussi, qui sont engagés en politique en France, on les connaît très bien. Nous, on connaît très très bien, par exemple, les élus de Haute-Savoie qui sont nos voisins. La plupart, franchement, c'est des gens qui s'engagent au même titre que des Suisses ou que des Valaisans. Maintenant, effectivement, en ayant pris de nouveau mon pas de recul, je me suis aperçu que chacun travaille pour soi. C'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde, mais on dit les politiques. Mais alors les médias, on peut dire pareil. Parce que finalement, au départ, dans chaque caste, le média, il va te dire « Oh mais moi, alors je suis pas élu, j'ai pas de compte à rendre, je fais que de relater la réalité. » Je pense que nous, on va aller encore plus. On est bien placé pour savoir qu'un média veut jouer un rôle dans la politique et que finalement, sous couvert de neutralité, on influence la population à des fins d'intérêt personnel, que ce soit pour le journal, pour le rédacteur en chef ou d'autres. Mais en fait, cet aspect de la distinction entre l'information et l'opinion, moi, ce que je dis très souvent, c'est qu'en réalité, tout est opinion. Parce que, en fait, bien sûr qu'il y a des faits faux et des faits vrais, mais en réalité, dès l'instant où, par exemple, puisque le quotidien préféré des Valaisans a une importance, disons, assez déterminante dans le fonctionnement de la société chez nous, mais on sait très bien que de traiter ou de ne pas traiter une information, ça a en elle-même un impact, c'est déjà un choix. Donc j'ai envie de dire que l'image que l'on dégage de n'importe quel média, l'index c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on véhicule des choses qu'on croit importantes, etc. Et c'est ça qui forme l'opinion. Donc finalement, l'information est opinion, non? Mais bien sûr, mais le tout c'est de l'assumer. Ce qui est pas très honnête, c'est de laisser penser que finalement on a une neutralité absolue, alors que, comme tu le dis, chaque information est opinion. Le fait de traiter une information ou pas, la manière de la traiter, la fréquence, le titre, il y a énormément de choses, on connaît tous cette manière de faire. Et je pense que là, le mieux, alors moi j'ai été plutôt d'avis, mais alors ça par contre c'est l'inverse, qu'un journal assume sa position. Puis qui disent, comme on a dans d'autres pays, d'autres pays, on dit, écoutez, moi j'ai une sensibilité sociale et je traite ça de manière sociale. Ça, c'est un point qu'il faut reconnaître. Dans un journal, par exemple, dominant, dès l'instant où il y a quelqu'un qui s'exprime, il peut s'exprimer de gauche, de droite, etc. Et on sait d'où il s'exprime. Je pense que la position dans laquelle on s'exprime, c'est très très important. Bien sûr. Maintenant, on sait aussi qu'il y a une transmission de l'autorité politique vers le média dominant qui va donner une sorte de couleur à l'information, etc. Oui, alors il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a des intérêts commerciaux aussi. Du moment où la situation change,
où un média doit survivre, on sait que la situation elle est aussi compliquée, donc là je pense qu'il y a cet élément-là. Mais bon, c'était pour dire que finalement dans chaque situation, chacun regarde quand même ses intérêts personnels, et pour revenir à la politique, en ayant fait ce pas de recul, j'ai constaté que pour ma part, j'avais fait preuve d'une certaine naïveté en pensant que les gens s'engageaient de la même manière que je le faisais. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, mais j'ai toujours fait les choses avec le cœur, par conviction, les choses que j'ai fait bien, les choses que j'ai fait moins bien, et je vois avec le recul que ce n'est pas le cas de toutes les personnes qui s'engagent. Il y avait un débat au sein du Parti démocrate chrétien, c'est le changement du nom. Je me disais qu'en ces temps d'aujourd'hui, avec ce qui se passe en France, etc., personnellement, je pensais, parce que je sois païen mais créant et fréquentant pas l'Église aussi souvent que le voudrait Monseigneur Lovay, je pense qu'on est dans une tradition chrétienne, judéo-chrétienne, etc. Et que je trouve que c'était une défaillance du PDC d'abandonner le Parti démocrate chrétien pour le Parti du centre. Tu vois comment voilà, évidemment, je ne suis pas fan de ce changement de nom, mais pas forcément. Alors moi, au contraire de toi, je suis chrétien et je le revendique volontiers. Mais par contre, le changement de nom me dérange. Moi, je fais une distinction en culture chrétienne, je suis évidemment... Absolument, non, mais je comprends tout à fait ça. Mais moi, ce qui me dérange dans ce changement de nom, mais sans en faire une polémique, parce que l'idée, évidemment, des médias ou des opposants, c'est de dire finalement, alors on a renié finalement le christianisme, c'est un peu les Judas de la politique, ou c'est pas le cas. Mais moi, sur le fond, moi, c'est au niveau des valeurs que je fais la critique. Mais exactement, mais alors je vais justement y venir. Pour moi, il y a deux problèmes quand on s'appelle le centre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup de difficultés à m'identifier à un parti qui a choisi de s'appeler le centre, parce que pour moi, ça ressemble davantage à une machine électorale qu'à un parti qui a une vision du monde. Pour moi, le fait de s'appeler le centre, ça pose deux problèmes. Le problème, c'est la base philosophique. Pour moi, si un parti n'a pas de base philosophique, il aura des difficultés à dire ce qu'il défend concrètement. Il aura davantage de chances de slalomer, parce que finalement, tu fais quoi? Tu discutes à ton congrès, qu'on change d'avis ou pas. Un libéral va se poser la question sur le problème qui est sur la table, est-ce que ma position est libérale ou non, un socialiste, social, ainsi de suite. Et pour moi, cette base philosophique, pour un mouvement politique, pour un engagement politique, elle est indispensable. Alors on pouvait critiquer le fait que ce soit l'engagement chrétien, la doctrine sociale de l'Église ou autre, on peut tout critiquer, mais du moment où on n'a plus de référence pour s'engager, pour moi, c'est le meilleur moyen de se perdre. Et puis la deuxième chose, quand on s'appelle le centre, on se définit par rapport aux autres. Et si moi, il y a une chose que je n'accepte pas en politique, c'est de regarder ce que font les autres, puis ensuite de se positionner. Je pense que ça manque de colonne vertébrale. Et puis finalement, voilà, si les partis, les autres, s'orientent vers la gauche, finalement, naturellement, on va suivre le cours d'eau et vice-versa si ça penche à droite. Et ces deux éléments-là font que au niveau tactique, procédural, si on regarde les sondages actuels, où peut-être le parti du centre serait devant le parti du PLR, j'étais en train de me dire que ce changement de nom, c'était peut-être l'une des raisons de cette amélioration électorale. Mais peut-être, mais sur la durée, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on défend? Alors, c'est ce que je te dis, c'est une machine à élire, ça je peux comprendre. Tant mieux si on a réussi à faire en sorte qu'on élise davantage de monde. Mais moi, si j'ai 10 élus de plus, mais que je ne sais pas ce qu'ils vont voter, ou qui ne défendent pas ma vision du monde, ça ne m'intéresse pas, juste parce qu'ils sont de mon parti. Non mais c'est ça, donc là on devient clanique, puis on se dit c'est bon, c'est celui qui il est dans mon clan, donc je le soutiens, mais peut-être qu'il votera contre mes intérêts. Mais c'est pas grave, il est dans mon clan. Et ça, et je sais pas ce qu'il va voter. Moi j'ai vécu une situation au groupe où j'avais eu un grand débat, on avait pris une position inverse du programme du parti, c'est pas dramatique, mais qu'on avait voté 6 mois avant. Et typiquement, des choses comme celle-là, c'est des choses qui me dérangent parce qu'on prend un engagement par rapport à nos membres, à nos électeurs qui nous soutiennent, et 6 mois après, on se permet, sous prétexte qu'on est élu, de dire finalement on a un avis plus éclairé et on va trahir la parole donnée à l'électeur. Alors c'est marrant que tu viennes là-dessus parce que ma question suivante, en réalité, c'est quelque chose qui m'a choqué personnellement. Quand j'étais ma courte période législative, je pense que j'ai voté à peu près 99% du temps la même chose que les écolos. Alors c'est des petits soucis communaux que tu connais bien, ça peut aller du sac poubelle à des choses un peu plus importantes. Mais j'étais vraiment dans la ligne. Il y a eu la constituante et il y a des gens qui ont été élus sur la constituante, notamment pour ce que
pense être personnellement, mais ça c'est une opinion cardinale, c'est la technique, la méthode d'élection du Conseil d'État, système majoritaire ou système proportionnel. Et voilà ces gens-là, je crois qu'ils étaient 9, et puis la base du parti, qui, sur une promesse, la promesse de dire voilà, nous allons dans cette direction, etc. Première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, et quand on vient à la quatrième lecture avec les amendements, ils disent non, on va passer au système majoritaire, c'est celui qui sera présenté au mois de mars 2024 à la population. J'ai envie de dire jusque-là, je ne sais pas, la promesse n'est pas tenue, mais j'arrive encore. Ce que je ne comprends plus du tout, c'est qu'on n'a même pas laissé le choix dans un système démocratique, comme on l'a fait pour le problème de l'immigration, à la population, pour déterminer si c'était plus adéquat d'avoir un système majoritaire ou un système proportionnel. J'ai envie de dire que là, alors, c'est une trahison de la parole donnée avant les élections des constituants. Le parti du centre, ce qui m'étonne, donc position constante, naturellement sur le système majoritaire, quelques petites, mais je dirais on est dans une société démocratique, on ne peut pas le dire, on peut échanger, etc. Comment se fait-il qu'il n'y a pas plus de partage à l'intérieur des partis sur une question que je trouve assez fondamentale, celle du mode d'élection de ceux qui vont nous gouverner sur une longue période? Je pense que chaque parti a son fonctionnement, et puis ce que je dis là, alors parce que j'entends déjà certains d'autres partis, mais même Bukta il a dit ou il a critiqué le centre. Non, je ne critique pas le centre, c'est valable pour tous les partis, en fait c'est valable pour tous les partis, le fonctionnement interne, un élément de base aussi. Personnellement, je crois énormément aux personnes et à la valeur des personnes. Et les gens qu'on met dans la structure, elle est importante, mais si on a des bonnes personnes, eh bien ça change absolument tout. Et dans le fonctionnement des partis, il y a plusieurs manières de fonctionner. Ça peut être lié à l'époque, ça peut être lié aux personnes, ça peut être lié à d'autres éléments. Et là, je pense que chaque parti doit décider, mais ça doit être clair. Ça doit être clair, parce qu'il y a des partis dans lesquels la culture du débat est plus grande que dans d'autres. Et puis là, par exemple, dans le cas que tu cites, au-delà du fait que personnellement j'ai un peu de peine à imaginer une élection proportionnelle au Conseil d'État, d'ailleurs il y a un seul canton à ma connaissance en Suisse qui maintient ce système. À 7 membres, pas à 5, il y a une distinction. On est d'accord. 7 membres, pas 5. Je pense que ça fait très longtemps que le Conseil d'État aurait dû passer à 7 et puis laisser les débats sur l'aspect proportionnel majoritaire à la constituante. D'un côté c'est très important, mais c'est très important pour un monde politique. Dans la rue, le système d'élection, je pense que tu sors, tu fais un micro-trottoir, le système d'élection, le nombre de conseillers d'État, les gens s'en fichent. Par contre, si on leur parle d'un thème, on parle de thèmes qui touchent les gens. Et ça aussi, pas seulement l'air, on parle de l'inflation, on en parle tous les jours, mais les primes de caisse maladie, tous ces éléments-là, l'environnement, le développement durable, quand on en parle vraiment, les gens veulent qu'on parle des thèmes et plus de la structure et du fonctionnement politique. Mais au-delà de ça, je pense effectivement que si on s'est engagé par rapport à ses électeurs sur des thèmes importants, on se doit de mener à nouveau le débat. On peut expliquer. Moi, je trouve légitime de changer d'avis. Je trouve ridicule de s'enterrer sur une position qu'on considère finalement après analyse comme fausse. Par contre, qu'on ait la loyauté de l'expliquer à ses membres, à ses électeurs, et d'expliquer pourquoi on propose un changement. Oui, mais je pense que là, c'est un peu la quadrature du cercle, parce qu'en réalité, quand on dit oui une fois, quand on dit oui 2 fois, quand on dit oui 3 fois, et quand on aménage la version finale et on passe au non, ça devient très compliqué d'expliquer avant pourquoi oui, c'est très compliqué. C'est vrai que dans un cadre comme celui-ci, où on a accepté 3 fois, c'est plus compliqué. Par contre, si en cours d'analyse, on se rend compte que c'est pas faisable ou que ça fait pas sens, je trouve légitime. Après, il y a aussi des vraies questions, parce que peut-être qu'au départ, justement, il y a cette pression de dire on s'est engagé, alors au début, on n'analyse même pas la chose, et on dit oui. Il y a aussi ce réflexe dans tous les partis où finalement on dit on est obligé, sinon que va dire l'opinion publique, les médias vont nous tomber dessus, et on va se dédire, et certains préfèrent peut-être aller au bout, puis après dire on n'a pas le choix, sinon ça n'allait pas passer, même si je ne donne pas cher de cette constitution. Depuis que tu es en quelque sorte à l'extérieur du cercle politique, etc., combien de fois, toi, Yannick Butté, alors disons, on va dire ces 2 dernières années, tu t'es rendu outre Raspi? Une dizaine de fois, je pense. Est-ce que tu es d'accord avec l'idée que ce nombre de fois, il est éminemment supérieur à la moyenne de tes concitoyens, bas-valaisans notamment? Non, mais je pense qu'on sous-estime totalement aujourd'hui la situation entre le Haut-Valais et le Valais-Roman. Mais totalement. Je pense que tout le monde la sous-estime. S'il n'y a pas une action positive qui est effectuée, on a un vrai risque de scission. Alors on ne parle pas dans 2 ans, dans 5 ans, mais il y a un vrai risque que les 2 parties du canton s'éloignent. Parce qu'on les bassine avec le bilan. L'idée, le tabou, on va dire, le tabou valaisan,
qui était inscrit dès le début de la Constituante, où tous les sujets devaient être abordés. Il y en a un sujet qui n'a pas été abordé. Je veux dire, je ne crois pas que c'est pas un oubli, c'est un déni en quelque sorte assumé. C'est l'éventualité de passer à 2 demi-cantons comme il y en a ailleurs, à cause de ce cloisonnement dans le réel. Bon, là, il y a différents facteurs. Moi, je suis convaincu que le fait d'avoir ces 2 parties du canton, c'est une force pour nous, qu'on sous-exploite. Qu'on sous-exploite parce que, comme je disais, on parle de bilinguisme tout le temps. Le bilinguisme, les Fribourgeois le vivent parce qu'ils sont mélangés. On est d'accord que nous, on ne le vit pas. On ne le vit pas du tout. Pas du tout. C'est des mots, c'est des discours politiques. Le bilinguisme, à part des cas individuels de gens qui font l'effort d'aller dans une autre partie du canton, à part des gens qui peut-être travaillent à Sion pour des Hauts-Valaisans ou des Romans qui travaillent à Berne, ou des personnes qui, pour une raison, on ne sait pas, familiale ou autre, ont des échanges. Pour le gros de la population valaisanne, ce bilinguisme n'existe pas. Et là, je pense que ça joue un rôle immense, parce que connaître la langue de l'autre, c'est connaître aussi sa culture, et c'est le comprendre. Et ça permet de maintenir ces liens. Maintenant, peut-être qu'on ne doit pas les maintenir, c'est la question que tu poses. Non, c'est-à-dire que la Suisse est une formidable fiction démocratique et une réussite dans sa fiction, dans ses mythes, dans son organisation, parce que moi, je suis un de ceux qui... on n'a jamais parlé de ça ensemble, mais quand tu as dit avant, ce qui importe, ce n'est pas tellement les structures que nous estimons être très bonnes. Moi, je pense que la Suisse a des leçons à donner au monde, au niveau des structures, j'ai envie de dire, et qu'en fait, ce qui fait la différence, mais peut-être quelle que soit la structure, c'est les personnes qui sont à la tête des communes, des associations, du canton, etc. Et c'est la personne qui fait la différence. Donc ça, tu parles à un convaincu, on viendra sur un autre sujet tout à l'heure. Mais en fait, le Haut-Valais, le Bas-Valais, on a une tendance à se dire qu'en réalité, le discours, il est à cause de la langue, j'ai envie de dire à cause de la langue, il va dans un sens et jamais dans l'autre. Mais peut-être c'est notre responsabilité de roman, j'en sais rien. C'est une responsabilité de roman. Je veux dire, on se plaint tout le temps, on dit les Hauts-Valaisans, ils sont toujours très solidaires, dès qu'il y a un thème, mais qu'est-ce qui nous empêche de faire de même? Mais chez nous, on préfère se battre pour des détails idéologiques qui n'existent souvent pas, ou alors parce qu'on n'est pas dans le même parti. Ce qui n'est pas le cas du Haut-Valais. Ce qui n'est pas le cas du Haut-Valais, de loin pas, ou alors parce qu'on n'est simplement pas dans le même parti. Alors qu'on a peut-être la même idée, mais on ne va pas se mettre ensemble parce qu'on va finalement nourrir l'autre, des choses aberrantes en 2023. Et puis le Haut-Valais ne travaille pas de cette manière. Ils ont une vision différente de leur défense, c'est aussi une vision minoritaire. Ça, je pense que c'est aussi très important. C'est une force. C'est une force, c'est une vision minoritaire et c'est une question historique aussi. Donc moi, je pense que ça, c'est une grande force qu'a le Haut-Valais. Au lieu d'être frustré de cette situation, les Chablaisiens se plaignaient tout le temps. On n'est jamais entendu à Sion, et qu'est-ce qui se passe? Et on nous laisse rien. Mais franchement, il suffit de se mettre ensemble, on a un poids démographique qui est fort, et puis on fait entendre notre voix. Mais il ne faut pas se plaindre, il faut se battre. Il y a Joël Rossier, l'ancien chef du service de l'environnement, qui sur Facebook, en analysant un cas, celui de Bourg-Saint-Pierre, explique que les décisions sont éminemment plus rapides prises par l'exécutif cantonal lorsqu'il s'agit de projets haut-valaisans que par exemple de projets dans le Bas-Valais. Est-ce que c'est juste ou faux? Alors je ne peux pas juger, je n'ai pas d'exemple dans le Haut-Valais, c'est un procès d'intention. Peut-être que par contre, c'est vrai qu'il y a certaines situations dans lesquelles le Conseil d'État est plus prudent. S'il sait qu'il y a un grand risque d'opposition, que ce soit de la population, d'associations ou autre, évidemment qu'il risque de peser davantage le pour et le contre, ce qui est légitime. Mais à ce moment-là, on pourrait le dire de manière explicite. Oui, on pourrait le dire de manière explicite et l'assumer. Moi, je pense qu'on doit l'assumer, il n'y a aucun problème avec ça. Et c'est vrai que dans le Valais roman parfois, et c'est vrai que les gens deviennent de plus en plus juridiques, de plus en plus procéduriers. C'est pas toujours facile d'avancer avec des projets. Quand on voit le temps qu'il faut aujourd'hui pour mener à bien des projets, même des projets d'intérêt public, ça devient scandaleux. Et là, on a un vrai souci. On en parle aussi chaque fois on nous dit les tracasseries administratives, les procédures, mais finalement personne ne fait rien pour changer ça. Au contraire, même ceux qui dans le discours sont les plus libéraux dans le sens pragmatique, on va dire. Pragmatique, disons, nous dire on doit simplifier ces procédures, et je partage cet avis, souvent rajoutent encore des lois ou des règlements ou des conditions pour de bonnes raisons probablement, mais chaque fois on ne se rend pas compte des conséquences au bas de la chaîne. Mais là, on a eu ce cas, alors, j'appelle le cas Mikado, du président Gilbert Tornard et des membres du conseil communal d'une toute petite commune, Bourg-Saint-Pierre, qui, en quelque sorte, pour faire une sorte de pression médiatique, mais qui était précédée, je pense,
de maintes correspondances vers le gouvernement, il y a un moment donné où la durée elle devient excessive. Et là, on est en train de parler je crois, de 17 ans pour un, etc. C'est des décisions qui sont difficiles, probablement. C'est des décisions qui entraînent des conséquences peut-être écologiques, etc. Puis des conséquences financières qu'il faut assumer ou pas, ou différemment. Mais j'ai envie de dire, est-ce que le métier de gouvernant, et toi tu as été à la tête d'un exécutif communal, le métier de gouvernant, ce n'est pas un métier de décideur. À un moment donné, il faut décider, il ne faut pas se cacher derrière des procédures, derrière des juristes, derrière des avocats, derrière des jurisprudences, derrière des doctrines. Il y a un moment donné où on doit franchir un pas et se dire, dans cette situation-là, quelle qu'elle soit, je prends cette position. Non mais tu prêches un convaincu. J'ai eu des discussions interminables avec des amis juristes ou avocats qui eux sont en général, pour la plupart, très attachés à l'aspect légal et réglementaire. Ce qui est très bien, on connaît l'histoire depuis Napoléon qui nous a protégés de l'arbitraire, enfin voilà, mais aujourd'hui on est à un tel point que si on n'a pas le courage de prendre des décisions déjà au niveau communal, rien ne se passe. Si on attend à chaque fois la décision de l'administration cantonale pour faire quelque chose, ben finalement, vous attendez des années dans la plupart des cas. C'est pas parce que l'administration est mauvaise, c'est parce que les procédures qu'on leur a imposées, le risque qu'on fait peser sur eux. C'est sûr, aujourd'hui, si vous faites un pas de travers comme chef de service, vous avez un grand risque politique, donc sur votre emploi, vous avez un risque juridique, vous avez le risque que vous n'avez pas respecté les procédures, c'est de l'arbitraire, vous vous retrouvez au tribunal. Chacun veut blinder sa position. Et c'est cette peur du risque qui fait la durée. Moi, alors, ça m'est arrivé plusieurs fois à la commune, très sincèrement, j'ai toujours dit, si on est, évidemment qu'on respecte la loi, mais si parfois on doit prendre certaines libertés, si c'est dans l'intérêt de la population. Mon souci comme président d'un exécutif communal, et je pense que c'est le cas aussi d'un canton, c'est de regarder mes administrés dans les yeux et de dire j'ai fait le maximum pour toi, et puis c'est vrai, j'ai pas absolument respecté la procédure, il manquait 2 jours, il manquait ci, il manquait ça, mais finalement c'est pour le bien commun. Et c'est plus important pour moi de respecter le bien commun plutôt que de respecter encore une année d'attente de procédure. Alors, très souvent dans des discussions libres que j'ai, je prends l'exemple du conducteur qui roule sur l'autoroute 120 à l'heure, 130 à l'heure, 140 à l'heure, 200 à l'heure. Et on accepte qu'à 200 à l'heure, tout d'un coup, s'il y a un radar qui vient, peut-être qu'il y a la police, peut-être que le permis soit là, peut-être même pour des jeunes conducteurs qu'on doit passer quelque temps en prison, etc. Et ça ne nous choque pas dans un état de droit, on est là. Puis je dis, la grosse différence qu'il y a par rapport au discours que tu tiens, on va imaginer le même conducteur rouler sur l'autre piste à l'envers, à 200 à l'heure avec un bébé devant, après avoir sniffé de la coke et avoir sa bouteille de whisky. On se rend bien compte que s'il y a un policier qui est sur la bande et qui ne l'arrête pas, je pense qu'il ne fait pas son travail. Je pense qu'on s'entend là. Exactement. Alors, pendant que tu parlais, naturellement, je suis assez investi dans l'affaire des constructions illicites de Verbier. Je me dis, moi, personnellement, qu'il y a des lucarnes qui soient inexactes, qu'il y a même des piscines dans certaines situations, etc. Et à un moment donné, on se dit, bon, voilà, il y a des petits tricheurs, comme il y a dans toutes les classes depuis 7 ans jusqu'à eux, mais qu'il y a un degré, à un moment donné, qui atteint, disons, un niveau où on doit se dire, quand on est policier à côté, on ne peut pas dire, oui, c'est un copain qui roulait en voiture, et puis peut-être, je vais le laisser continuer. C'est un peu l'opposition que je pourrais faire. Oui, mais c'est pour ça que la loi est là, et je ne suis pas du tout en train de dire, finalement, il ne faut pas du tout respecter la loi. Bien au contraire. Ce que je dis, c'est qu'il y a des situations dans lesquelles on se noie dans des procédures pour de mauvaises raisons. Et que finalement, il y a des bonnes règles qui ont été fixées. Souvent, les règles sont fixées suite à un cas particulier. On le connaît. Le cas de Verbier va très probablement, ou a déjà, mais va encore influencer la législation cantonale. Et puis, ça va générer des problèmes inutiles pour d'autres communes. Ça, j'en suis persuadé. Je suis d'accord. J'en suis persuadé. Ça, c'est souvent le cas. On dit, je peux suivre vous ça. vous rappelez, on avait vécu ça avec Via Sicura. Il y avait ces problèmes. Et là, alors, les médias avaient joué un rôle très fort. Le Blick en Suisse alémanique, tous les matins, ils mettaient en avant un accident de voiture, un chauffard, ainsi de suite. Voilà. Donc, les élus fédéraux, en particulier les Suisses alémaniques, ils avaient une pression folle. Et ils ont voté des choses aberrantes, mais aberrantes, que tu ne peux pas comprendre aujourd'hui. Et aujourd'hui, franchement, sur la route, parce que tu prenais cet exemple, ben c'est un très bon exemple. On est fou. Je pense que la Suisse, c'est le seul pays
ou vous glissez sur une plaque de glace avec votre voiture, vous n'en pouvez absolument rien et on vous retire votre permis. Et là, on perd la tête. Et c'est là où on voit que finalement, pour des cas qui étaient dramatiques, d'accidents de la circulation, de chauffard, qu'on devait sanctionner, on a pris des mesures qui finalement pénalisent, et ça c'est aussi un problème d'aujourd'hui, pour des minorités, des cas minoritaires, on pénalise la très grande majorité de la population. Et parce que ça, c'est un manque de courage aussi, une question de visibilité médiatique. Je veux dire, finalement, on est dans l'air du temps. Quand on est élu aujourd'hui, souvent, on ne dit pas forcément ce qu'on pense ou ce qu'on veut défendre, on sent que la population va dans ce sens-là, alors on dit « on ne peut plus dire ça parce qu'on n'est pas dans l'air du temps ». Alors que je pense que la majorité silencieuse, elle partage l'avis de ces gens qui n'osent plus dire certaines choses. Bon, un des sujets qui a conduit, on peut dire, à la création de l'index, c'est la justice, tout ce qui entoure, etc. Alors, très souvent, on parle avec des gens qui n'ont pas eu ce contact. Alors, toi, pour des raisons que tu aurais aimé ne pas exister, sûrement, tu as eu contact. C'est quoi ton regard dans l'après-coup, maintenant, avec le recul dont tu faisais état tout à l'heure, par rapport à ce fonctionnement? Bon, alors moi, il y a un mot que j'utilise plus, en tout cas, c'est la justice. Ou en tout cas pas dans ce cadre-là, mais j'utilise le mot institution judiciaire, que je respecte. Ça, c'est très important pour moi. Je pense qu'un État dans lequel il n'y a pas une institution judiciaire qui est respectée, quelles que soient les décisions qu'elle prenne... Une catastrophe. C'est une catastrophe. Même si les décisions sont injustes parfois, pas tout à fait légitimes. D'où l'importance des hommes qui sont à la tête de ces institutions, Exactement. y compris dans le troisième pouvoir. Et de leur indépendance. Oui, mais ça c'est pour tous les pouvoirs. Hein. C'est pour le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire et médiatique. On est d'accord? Tout à fait. Okay, tout à fait. Alors le regard maintenant sur l'institution judiciaire. Bon, alors moi c'est vrai que j'avais approché un peu le droit dans mes études. Moi toujours ce problème avec le fait de dire on arrive parfois, et je peux comprendre la population qui est confrontée à la justice, j'ai eu la chance d'avoir des ressources en moi pour me relever et autres, mais de la population qui peut-être est confrontée injustement ou de manière un peu dure à l'institution judiciaire, je peux comprendre qu'il y a une certaine frustration. Je peux comprendre qu'il y a une certaine frustration, pas seulement du fait du fonctionnement de la justice, mais aussi du fait que le droit fait que vous avez peut-être raison, vous avez une position qui est juste, mais vous allez perdre. Parce que la règle fait où on trouve toi tu le sais mieux que moi, comme avocat, l'avocat va chercher le petit problème de procédure, il va être content de jouer parce que c'est un jeu et c'est un monde à part, le monde des avocats en fait. Tu sais que dans ta procédure, tu dis là, tu n'as pas de chance parce que la procédure, elle est ainsi faite. J'ai vécu des cas aussi du côté professionnel où on a renoncé à se battre parce que la situation était injuste, très sincèrement, mais on sait que les décisions de justice, la jurisprudence ou ce qui avait déjà été vécu auparavant, allaient nous donner tort. Donc là, il faut apprendre à ne pas se battre contre l'institution judiciaire, à accepter, et on le dit souvent, mais de l'avoir vécu, on le ressent en soi, que c'est vraiment une institution humaine, avec ses forces, ses faiblesses. Puis voilà. Après, tu as absolument raison. C'est indispensable, et dans tous les pouvoirs, d'avoir des gens qui sont indépendants, qui ont des valeurs et une certaine vision du monde. Pour moi, ça me paraît indispensable. Et qui arrivent à les conserver. Parce que des fois, en arrivant, on les a, et après, les aléas de la vie, les pressions ou autres font que, on se rend même plus compte, mais on glisse peut-être petit à petit. Une des raisons de l'éclosion de l'index, l'intérêt pris à des moments donnés, etc., c'est la liberté d'expression. Alors, la liberté d'expression, moi, je suis dans l'ironie, dans la causticité, on va dire. Comment elle est perçue par l'homme politique? Est-ce qu'il pense qu'il y a un excès? Est-ce que, en quelque sorte, la limite, elle doit être étroite ou large? Voilà. C'est quoi ton regard par rapport à ça? Moi, je suis un mauvais exemple parce que, comme chablaisien, on sait que l'humour chablaisien est assez piquant, l'humour montaisan, on dit des fois, assez piquant. Donc, nous, on se nourrit de cet aspect caustique et ironique. Après, évidemment, il y a toujours une limite. Si l'idée, et je sais que ce n'est pas ton cas, si l'objectif est de blesser, ce n'est pas très intéressant. Par contre, si l'objectif, c'est de mettre en lumière certains faits, à l'image d'un journal de carnaval. Mais est-ce que le gouvernant, l'élu, etc., il ne doit pas avoir une carapace un peu plus, disons, solide hors temps carnaval, hors temps carnaval. Non, mais alors, sans vouloir minimiser l'impact, moi je pense qu'on doit effectivement être prêt à accepter beaucoup.
pas forcément à tout accepter avec le sourire. On a le droit de faire une remarque aussi, de dire qu'on a été blessé par une certaine position qu'on trouvait injustifiée ou par le ton. Moi, je trouve que l'élu doit aussi oser dire, parce que souvent l'élu aujourd'hui, il se met aussi en retrait. Il n'ose pas. Il y a des choses que tu oses faire comme citoyen, que comme élu, tu n'oses pas forcément faire parce qu'on va se sentir jugé. Ça, c'est une faiblesse. On va se sentir jugé. C'est une faiblesse du système, ça. Ouais. C'est une faiblesse du système. C'est une faiblesse du système. Mais ce qui fait, par contre, effectivement, mais je pense que la plupart des élus proéminents ont une carapace aussi bien épaisse. Moi, je pense que si j'avais pas eu une carapace assez épaisse, ainsi que ma famille, peut-être que je ne serais pas aujourd'hui ici en train de te parler. Il y a le Nouvelliste, ces temps-ci, fête ses 120 ans, c'est quand même une longue période, et puis il la met en référence avec des personnalités qui ont marqué l'histoire du Valais. Si tu devais en citer 3 dans toute la liste qui est, moi, je ne sais pas si tu vas regarder la liste, mais indépendamment de la liste, les 3 qui diraient, ont donné une certaine ligne au Valais depuis ta date de naissance, parce que peut-être avant on connaît moins, ça serait qui? Bon, alors moi je dois dire quand même, ça m'a fait un peu sourire quand j'ai vu ça, parce que ce qui est marrant toujours, je me suis dit dans ma tête, mais le Nouvelliste, quand ils ont fêté leur 75e par exemple, s'ils avaient fait la même chose, je ne sais pas si c'est le cas, ils auraient mis en évidence des personnalités totalement différentes. Parce qu'en fait, évidemment que maintenant, on va élire la personnalité qui a influencé le Valais, mais avec sa vision, comme on parlait finalement d'avis ou pas d'opinion. Ouais, là, on est dans l'opinion pure. Là. On est dans l'opinion pure, tu vois. Ouais. Non, moi, la tienne, ça serait quoi? La tienne, par rapport à ton histoire moi, depuis que je suis né, j'ai pas connu beaucoup de monde, parce que les élus, en général, si c'est des... Mais ça peut pas être pas seulement élu, tu as vu, il y a une liste vraiment assez large. Oui, assez large. Mais c'est vrai que, bon, alors, les gens dont j'ai pu entendre parler, et puis qui ont influencé, en tout cas, à mon avis... Inspirant. Le mot qu'ils utilisent, c'est inspirant. Mais je dirais que je pense un peu dans la logique de influence, qui est inspirant pour le Valais. Oui, alors des gens que je vois aujourd'hui, par exemple, qui sont encore présents, parce que je trouve que c'est ça qui est important. Alors moi, bon, comme Montezan, alors là je vais citer un conseiller d'État qui est quelqu'un d'incroyable, c'est Raymond Defferre. Les gens qui le connaissent savent, il a un âge avancé, il a une stature incroyable. Et, il a été conseiller d'État, je pense, 3 périodes probablement. Oui, et dans les années 70 bien, dans les années 80, je pense. Okay. Il osait dire les choses. Et ça, c'est une chose qui me tient à cœur. C'était pas l'idée simplement de gagner des voix ou de plaire à tout le monde. Ça, je pense que c'est important. Je pense qu'il y a des personnalités, je l'avais dit une fois déjà dans Nouvelliste, qui influencent énormément le Valais, qui font beaucoup. Par exemple, Léonard Gianada. D'accord. Lui, je crois qu'il est dans la liste des personnes. Ok, mais alors lui, je pense qu'effectivement, il a un impact très fort. Souvent aussi en Valais, on sous-estime l'impact typiquement de ses actions sur Martigny et sur le Valais, mais sur la fondation aussi. Ça donne une aura internationale aussi au canton du Valais. Et le troisième, si vous devez prendre encore un? Alors moi, je vais citer quelqu'un que j'apprécie énormément aussi, et ça va t'étonner, c'est Liliane Varone. D'accord. Mais alors elle, je ne crois pas, je ne l'ai pas vue. Hein. J'imagine que non. Non, elle n'est pas dedans. J'imagine que non. Parce que j'ai toujours un plaisir fou à échanger avec elle. Elle a une intelligence incroyable, elle a aussi dû prendre du recul, elle a aussi une vie passionnante, et au-delà simplement de ses activités de journaliste, mais aussi est quelqu'un qui continue à s'engager, qui garde le sourire, et voilà. Alors tu vas me dire, j'ai pris que des aînés, mais je voulais des gens qui sont vivants et qui sincèrement ont influencé le Valais. Alors à l'époque, si j'avais dit ça à un PDC Liliane Varone, je pense qu'il m'assassinait, parce qu'on connaît la situation, elle était un petit peu l'aiguillon du pouvoir en Valais. Et elle a fait beaucoup de bien pour l'ouverture du Valais. Non, mais c'est rigolo que tu me dis ça, parce que j'ai vu cette liste et il y a un truc qui m'a étonné. Je pense que ça appartient à l'acte manqué. Je ne veux pas l'interpréter, mais pour moi c'est un acte manqué absolument incroyable. C'est qu'ok, il y a 120 ans de Nouvelliste. Je ne comprends pas, je veux dire, c'est pas que je partage des idées, etc. C'est pas ça. Mais je ne comprends pas que André Luisier n'ait pas été dans cette liste-là. Parce que si on dit l'influence, Liliane Varone, c'est, on va dire, son opposé, hein, c'est le matin contre le Nouvelliste à l'époque, avec les affaires, etc. Moi, je pense que celui qui a influencé le Valais de manière certaine, absolue, c'est la ligne éditoriale qu'il a fixée au Nouvelliste et qui a traversé les époques. Naturellement, c'est pas celle d'aujourd'hui, mais enfin, et qu'il soit pas dans cette liste-là, ça m'a étonné. Non, mais parce que la liste est purement politique, c'est évident. Je veux dire, on parlait d'opinion tout à l'heure. Quoi être plus politique comme homme? Non, mais justement, mais le Nouvelliste veut se départir de ça. Alors moi, je pense montrer une autre vision moderne. On veut faire croire qu'on a changé, ce qui est probablement le cas. Hein, pour du mieux, je suis pas sûr. Enfin voilà, il y a du mieux et du moins bien. Mais dans tous les cas,
là, l'idée, c'est probablement de renier un peu son passé. Ah d'accord. Oui, alors moi je le ressens comme ça. Ah, Très d'accord. sincèrement, je le ressens comme Mais ça. tu avais pensé qu'il n'était pas là ou bien Alors j'ai vu sur Facebook une discussion de ce type-là. Ah, j'ai Certains, d'ailleurs, c'est parti en débat politique. Ah, d'accord. C'était pas dire parce que, mais on peut pas nier le fait. Mais il y a qu'il Delbert, par influencé exemple. Je crois qu'il y a énormément. Delbert mais c'est dedans. normal. Oui, mais Mais c'est normal. Oui, mais parce c'est- que de nouveau, on n'est pas dans une information objective. On est dans une opinion et une volonté de montrer qu'on n'est plus conservateur comme avant, on est très moderne. Et donnez-nous des personnalités modernes du Moyen-Âge. Des gens qui ont la même vision du monde qu'on a aujourd'hui, mais qui vivent au Moyen-Âge. C'est un petit peu l'impression que j'ai par rapport à de tels sondages. on ne s'est pas rencontrés souvent, etc. Mais de temps en temps, je dis ceci à des gens qui t'apprécient, avec qui je discute. J'ai dit, moi, je ne connais pas Yannick Butet spécialement, mais il y a un truc qui m'a, disons, où je dis, le lien que tu as, bon, ça j'ai vu à Colombey, mais ailleurs également, le lien avec les gens. Et je trouvais ça étonnant, c'est-à-dire naturellement. On n'est pas tous naturellement à l'aise avec les gens. Et toi, quel que soit leur regard, etc., d'où ils viennent, je dirais du bas de l'échelle jusqu'en haut, j'ai trouvé, et je juge assez souvent ces gens, les gens comme ça. Comment tu traites ta femme de ménage, comment tu vas traiter la reine d'Angleterre. Je peux pas accepter qu'il y ait des gens qui fassent des sourires à la femme de ménage et la critiquent quand elle est avec la reine d'Angleterre. C'est pas comme ça que ça doit se passer, c'est la personne indistinctement. Alors j'ai envie de dire, sachant cela, est-ce que la politique c'est fini pour Yannick Butet? Bon, alors d'abord par rapport à ce que tu dis, ça me touche et pour moi c'est très important. Effectivement, chaque personne a la même valeur et j'aime vraiment les gens. C'est la raison pour laquelle Alors je me suis engagé. C'est ça, ouais. voilà, Ah oui, mais moi chaque situation, et les gens me disaient encore, mais on sait que si on a besoin d'aide, on pouvait venir vers toi parce que c'était pas juste dire oui, oui, et puis après, voilà, c'est réglé. Ça, c'est vrai que ça me tient à cœur. Maintenant, dire que la politique c'est fini, je peux pas le dire. J'ai pas un objectif politique, ça je peux le dire. Mais si donc c'est pas un non absolu, on va dire ça comme ça. Non, c'est pas un non absolu parce que j'ai une passion tellement forte, mais par contre, j'ai pas un objectif ou un cahier de route qui est planifié. Par contre, j'aime les gens, je trouve qu'ils méritent qu'on s'engage pour eux. Et si je peux encore faire quelque chose, maintenant, la vie nous le dira. La vie nous le dira. Peut-être que finalement, les gens passent à autre chose. Le futur n'est pas prévisible. Le futur n'est pas prévisible. On doit rester ouvert à tout. J'ai beaucoup de plaisir dans ma nouvelle activité professionnelle. Alors, je voulais en parler, je voulais terminer par ça. Mais... Peut-être dire un peu ce que tu fais maintenant. Ouais. Alors, j'ai la chance d'avoir monté une agence immobilière avec une associée qui était dans le domaine depuis plus de 10 ans, qui est active de Sierre maintenant à la Riviera dans le courtage immobilier. Donc on peut citer l'entreprise. Oui, alors c'est Kiwi, KEYWE.ch. Et puis c'est vrai que maintenant on est une petite équipe de 9. On a commencé il y a exactement 2 ans et c'est passionnant aussi. C'est tout le Valais ou c'est le Chablais? Oui, non, tout le Valais. Donc on a des courtiers à Sierre, à Sion, à Martigny, dans le Chablais et sur la Riviera. Et puis l'idée, voilà, c'est de pouvoir amener aussi, c'est aussi des thèmes très importants que je connaissais mal, aussi le fait d'être chef d'entreprise. J'en ai beaucoup parlé comme élu, le fait de le vivre, c'est autre chose. Et je pense que c'est une force supplémentaire que je peux acquérir là. Je suis confronté à ces tracasseries administratives, à ces difficultés, à la nécessité d'aller chercher du travail, contrairement à ce que je vivais comme élu. Alors, merci pour ce moment, MPCM, Yannick Butet, puis bonne route. Merci à toi.